Bonjour à toutes et tous. Nous allons commencer donc cette table ronde sur la résilience cyber, meilleure protection du patrimoine informationnel de l'entreprise Protecture Queen. Je vais être votre modérateur pour ces 45 minutes qui viennent. Grosso modo 30-35 minutes d'échange entre nous et 10 à 15 minutes de questions-réponses évidemment parce que le sujet va sûrement susciter quelques questions. Pour commencer, je vais juste présenter nos intervenants rapidement. Nadège Reynaud de TNP Consultant, Cyril Hensen de Serenicity, Benoît Fuseau, excuse-moi, président d'Uclusif, et Paul-Olivier Gibert, de la FCDP. Alors, on a commencé à préparer le sujet ensemble, et le premier mot qui est venu, c'était sur du réglementaire, et le fait qu'on avait pas mal de réglementaires qui étaient en place sur le sujet, et ça nous a permis de démarrer un petit peu. Sauf que moi, en tant que DSI de petite PME ETI, c'est pas un sujet que je connais très très bien, et c'est pour ça que je vais faire la modération avec vous tout au long de cette table ronde. Et le premier sujet qui est arrivé, c'est l'ODORA, le texte réglementaire. Et moi, comme je leur ai dit, la DORA, la seule chose que je connais, c'est Dora l'exploratrice, parce que j'ai des enfants, bon, maintenant ils sont grands. Et en quelque sorte, c'est ce qui m'a permis finalement de rentrer dans le sujet un peu plus fortement avec mon sac à dos. Sac à dos, vous connaissez un petit peu l'expression pour ceux qui ont des enfants en bas âge. Et rentrer dans le sujet. Et je vais laisser la parole dans un premier temps à Nadège pour introduire le sujet réglementaire, le pourquoi on parle aujourd'hui de cyber-résilience et en quoi finalement ce sujet est pris à bras-le-corps par toutes les autorités aujourd'hui en place. Oui, alors on aurait pu introduire par DORA, sauf que c'est très sectoriel. Donc on va quand même juste en dire un petit mot. C'est un règlement européen qui vise à réglementer tout ce qui est résilience opérationnelle du monde finance, banque et assurance. Donc c'est extrêmement sectoriel. Ce qu'il faudrait noter surtout, c'est que la Commission européenne a sorti énormément de textes, a refondu plusieurs textes dans plusieurs secteurs et voilà, est assez riche en ce moment de publications réglementaires. Donc DORA est vraiment un texte majeur. C'est la première fois qu'on parle de résilience opérationnelle à ce point. On va très très loin dans les détails et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est que même si vous n'êtes pas concerné du tout parce que ce n'est pas votre secteur, c'est la première fois qu'à ce niveau-là, on a un texte d'application directe dans les pays européens sur un secteur donné et qui parle vraiment de comment on fait ses sauvegardes, comment on fait ses tests d'intrusion, comment on remonte l'information au régulateur, comment on partage avec son secteur, etc. etc. Et donc c'est par cet aspect-là qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans l'opérationnel et qu'il a fallu que la Commission européenne écrive sur ce sujet parce qu'il y avait besoin de niveler par le haut au moins ce secteur-là pour des raisons de stabilité, mais potentiellement dans les entreprises plus petites. Comme tu dis, en fait, c'est très sectoriel, mais pour un DSI comme moi sur des ETI ou des PME, en fait, quels autres réglementaires on peut retrouver? Je ne sais pas si vous avez d'autres textes réglementaires qui permettent d'introduire un peu le sujet de la cyber-résilience et sa définition, Cyril ou Benoît ou Paul-Olivier, qui cible un peu plus la population que je représente en fait finalement. Alors, il y a effectivement des réglementations sectorielles dans le monde bancaire et financier, pour ceux qui commencent à avoir soit moins de cheveux, soit les tempes blanches ou des frais élevés de teinture, c'est pas une nouveauté. Un des premiers textes bancaires dans ce domaine-là, de mémoire, c'est le 9702, qui, oui, Casden, 9702, qui expliquait comment on devait organiser la sécurité et la gestion des risques au sein des établissements bancaires. Et depuis, effectivement, on a eu une tendance des régulateurs à quelque part prendre la main sur les opérationnels en leur expliquant ce qu'ils doivent faire.
Il y a des fois où ça marche et des fois où ça ne marche pas. Mais c'est un petit peu la tendance. Alors si on regarde d'autres réglementations, il y en a une qu'on connaît bien à la FCDP qui s'appelle le RGPD, donc la réglementation sur la protection des données à caractère personnel. Et une des choses que l'on doit restituer à ses clients, à ses utilisateurs, c'est une obligation quelque part de protection. C'est-à-dire que s'ils nous confient des données, on doit être en mesure de les restituer. Donc ça appelle une continuité d'activité, une continuité de service, et qui est une manifestation de la résilience, c'est-à-dire la capacité à survivre et à maintenir ses fonctions, parfois en respectant, pas toujours en respectant la réglementation, bien sûr, mais la réglementation est respectée et respectable parce que c'est la réglementation, mais il y a aussi des principes qui sont des principes de vie courante, c'est-à-dire qu'une organisation se doit d'être en mesure de s'arrêter. C'est-à-dire que quand on est la CASDEN, quand on est une structure qui a une certaine taille, sans forcément devenir une très très grosse structure, on ne peut pas être comme un artisan, quelles que soient ses qualités, quelle que soit sa réputation. Si le restaurant brûle, il ferme, il ouvre autre chose. Quand on est la CASDEN, c'est un petit peu difficile à faire. Je te laisse la parole. Oui, donc Benoît Fuseau, donc moi je suis le RSSI de la CASDEN Banque Populaire, donc qui est une banque qui n'est pas forcément connue, puisqu'on a comme clients que des gens de la fonction publique, et je suis aussi le président du CLUSIF. Donc que nous connaissons tous. J'espère. Oui. L'idée, c'est aussi de vous reparler aussi d'une réglementation qui va arriver, qui s'appelle NIS 2. Donc voilà, donc il y a aussi un certain nombre de réglementations qui arrivent. Et en fait, ce que l'on s'est dit, c'est que les conseils, c'est qu'il faut que vous vous intéressiez en fait à de la veille juridique. En fait, on n'a pas l'habitude de faire ça. Et quand dans les résiliences, c'était aussi que on ouvre un peu nos chakras et qu'on s'ouvre aussi vers d'autres choses. Et entre autres, faire de la veille juridique. Surtout que là, il y en a un certain nombre qui vont arriver d'ici 2025. Donc, allez voir vos juristes, posez-leur des questions sur justement ces problèmes de résilience et ces législations qui vont imposer des choses, mais là, opérationnelles. On parlait des sauvegardes, on parlait d'un certain nombre de choses qui sont très pragmatiques et qui, là, touchent vraiment l'opérationnel. Là le premier conseil que tu donnerais pour un DSI comme moi, c'est déjà de base aller regarder NIS 2. Ouais. Si je ne devais pas me disperser, en fait, ça serait déjà ça. Quoi. Ouais. Déjà, les 40 règles de l'hygiène de l'ANSSI, déjà, si on commence. Mais si vous voulez vous attaquer à un sujet un peu plus prégnant, NIS 2 est une très bonne base. Ça va concerner à peu près une quinzaine de mille entreprises en France. Hein. Donc voilà, je crois que c'est 240 000 là, en fait. en Europe. Donc c'est très élargi. Et donc ça va être très structurant. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le découvrir. Donc, et surtout, la mise en disposition, la mise en application de ça va venir très très vite, puisqu'il parle de décembre 2025 de mémoire. Alors, je ne suis pas un spécialiste et un grand expert sur ces législations, mais en tout cas, il faut que vous y intéressiez sérieusement. Quoi. Si je reviens, alors on a parlé du réglementaire, mais finalement, back to basic, finalement, si on devait faire une définition de la cyber-résilience, parce que moi j'ai entendu parler pendant des années de cybersécurité, ce sujet-là vient aujourd'hui dans mes oreilles de façon prégnante, cyber-résilience. Quelle définition on en donnerait, sachant que là, moi, mon interprétation au départ, elle est assez basique. Je vais faire une petite illustration. En fait, tel que je le vois, cybersécurité, grosso modo, j'évite les coups en boxe. Cyber-résilience, j'en prends et je me remets debout et je continue le combat. Quelle définition de façon pragmatique vous pourriez donner de cette cyber-résilience, Cyril? Moi Alors la cyber-résilience, c'est quand on se met dans la peau d'un chef d'entreprise. Donc moi, pour avoir par le passé dû gérer des crises monstrueuses quand les premiers ransomware arrivaient dans un très grand groupe qui n'était pas trop bien organisé en cyber, et plus récemment pour aider pas mal de TPE et des ETI qui sont confrontés au sujet, la première question que je pose au chef d'entreprise, c'est qui ne veut pas entendre parler de la cyber ou qui est confronté à un événement, c'est dire qu'est-ce qu'on fait pour que, en premier lieu, on n'aille pas en prison, donc la conformité réglementaire, on vient d'en parler. La deuxième, c'est qu'est-ce que je fais pour maintenir mon avantage concurrentiel.
donc tous les aspects cyber liés à la protection du secret. Et 3, dans la résilience, qu'est-ce que je fais pour garantir ma continuité opérationnelle? C'est concrètement avec ces 3 points, est-ce que je suis en capacité demain de pouvoir continuer à travailler? Voilà, c'est ça. Donc à partir de là, essayons d'être pragmatiques, surtout pour les entreprises de taille modeste qui doivent aller à l'essentiel. Je ne dis pas que les grands groupes ont le temps de faire autre chose, mais je m'en veux pas. Mais l'idée, voilà, quand on adresse ce secteur-là, il faut aller à l'essentiel, parler à un chef d'entreprise en termes de mon EDR a fait plif-plouf et la 13e décimale du machin, ça ne va pas lui parler. Par contre, dire, voilà, est-ce que je vais en prison? Est-ce que demain je peux travailler, je peux payer mes gens à la fin du mois? Et 3, est-ce que je ne me suis pas fait piquer soit mes marchés, soit mon savoir-faire? Et bien, tout ça, c'est décliné dans la cyber, aussi bien sur le plan réglementaire que sur le plan technique. Bon, pour moi, la résilience, c'est ça. C'est la capacité à continuer à pouvoir travailler demain. D'accord. Alors, ça veut dire quoi en termes de priorisation pour moi, finalement? Parce que jusqu'à maintenant, moi, mes priorités, c'était de mettre en place les cadenas sur les portes, grosso modo, faire de la cybersécurité. Et de ce que je comprends, et peut-être vous allez pouvoir réagir, c'est finalement, en première étape, tu prends des mesures de sécurité sur ton système d'information. Et en bout du bout, tous les efforts que tu fais jusqu'au bout, tu peux te retrouver dans la situation où, en fait, tu as mis tout en place, mais tu as oublié un truc. C'est que tu as oublié de tester tes sauvegardes, par exemple, et en fait, le jour où il t'arrive quelque chose, en fait, tu n'as plus que les yeux pour pleurer. Je perçois, moi, en tant que DSI, que le fait de parler de cyber-résilience, c'est aussi prendre le sujet par le résultat final, c'est-à-dire, en fait, d'abord, avant de faire des tests de pénétration de ton système, finalement, teste tes sauvegardes pour voir si tu peux rétablir ton système. Jusqu'à maintenant, ma priorité, c'est de tester mon système de sécurité et pas de tester mes sauvegardes. Est-ce que c'est ça, en fait, parler de cyber-résilience aujourd'hui, un DSI de PME ETI, c'est de lui dire, prends le résultat final et déroule, parce que moi, forcément, je vais avoir besoin de priorisation et de me focaliser sur les vrais sujets et pas forcément sur ceux que jusqu'à maintenant j'avais. Est-ce que c'est ça le sens de... Il faut d'abord que j'apprenne à prendre les coups, finalement, pour ensuite les éviter, ou est-ce qu'il faut que j'évite les coups pour après, quand j'en prends, me remettre sur le ring? Comme tu disais... Je ne sais pas si... Ouais. Ça en fait réagir un de vous. Les 4 ans, ça fait réagir tout le monde quand tu poses des questions de cette nature. C'est un petit peu difficile, de mon point de vue, d'avoir une réponse ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si on peut éviter une intrusion qui peut amener à faire tomber le système, qui peut avoir aussi d'autres finalités, c'est toujours ça de gagner. En revanche, faire des sauvegardes sans être en mesure de les restaurer, c'est un peu benet, parce que ça revient à dépenser de l'argent pour quelque chose qu'on n'est pas sûr de pouvoir faire si on en a besoin. Donc en fait, c'est un petit peu les deux, et c'est peut-être, si on doit faire des arbitrages, c'est peut-être les niveaux d'exigence. C'est-à-dire qu'il faut peut-être être en mesure de redémarrer sur ce qui est important, sur ce qui est central pour la relation client. Donc il y a effectivement les 3 éléments dont on a parlé tout à l'heure, mais je ne les mettrai pas forcément dans cet ordre-là. Moi, je mettrai en premier la restauration de la relation avec les clients. Et ensuite, le reste, ça viendra ou ça ne viendra pas, mais si les clients ne sont pas servis, ça va être un peu gênant d'aller plus loin. Donc effectivement, il faut peut-être mieux avoir des sauvegardes qui tournent, qui sont restaurables, qui ne sont pas absolument parfaites, mais qui ont l'avantage d'exister, de permettre de répondre à une interruption de service, ce qui est quand même un petit peu la finalité des sauvegardes. Oui. Je vais rebondir. Je pense que ce qu'on pourrait conseiller aux ETI, et on le répète en permanence, on parlait du guide d'hygiène de l'ANSSI, il y a 40 règles, donc il n'y a rien de démesuré, c'est des choses qui sont très basiques. Mais si je demande dans la salle combien vous avez de comptes dans l'AD, je ne suis pas sûr que vous sachiez à un près me le dire. Si ? Frédéric, tu sais ? Bravo. Combien ? 0 ? Compte dans l'AD ? Bravo. Bon,
Oui, parce qu'il est sur Linux, donc voilà. Mais si je vous demande, voilà, combien vous avez de comptes dans l'AD, combien vous avez de comptes génériques, combien, voilà, qui se connecte sur votre SI, est-ce que, enfin voilà, il y en a beaucoup qui ne savent pas ou qui n'ont encore des méconnaissances par rapport à ça. Donc restons sur les basiques, hein, on le répétera jamais suffisamment. Pour moi, on parlait des sauvegardes, bien sûr, les vérifier, enfin, ça paraît tellement élémentaire, et pourtant, bah, c'est toujours un problème. Regardez les logs. Aujourd'hui, la moyenne pour récupérer des logs quand il y a un incident de sécurité, c'est 200 jours. La moyenne. Voilà, c'est pas acceptable aujourd'hui. Qui a des logs qui sont structurés et qui sont de la même façon normés, etc. Très peu de gens. Bah bravo. Voilà, ah, c'est un choix. Non, c'est aussi une volonté de priorité. Je pense que c'est aussi rappeler ces basiques-là pour que des choses simples, pour qu'on puisse avoir de la résilience et connaître qui se connecte. Aujourd'hui, on a tous du Shadow IT, on a tous des gens qui vont confier des développements à l'extérieur, etc. Et donc, cette maîtrise de notre SI, tout le monde a une CMDB, presque en tout cas, mais qui l'a à jour? Voilà, c'est des vraies questions. Et qui sait l'exploiter, ces CMDB? Donc ça, c'est des vraies questions et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Comment je maîtrise en fait mon environnement et qui se connecte sur mon SI? Et à partir de là, on peut commencer. Parce qu'on entend depuis, je pense, une vingtaine d'années, 25 ans, j'étais même pas né moi, on parlait déjà de la classification des données et on en parle encore et on ne sait toujours pas comment la traiter. Donc avant de parler de ces sujets-là, je pense qu'il faut repartir justement, je vous dis, sur l'identité, sur la gestion des vulnérabilités. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait combien il y a de vulnérabilités par an qui sont faites, tous éditeurs confondus? 23 000. 23 000. Ça n'arrête pas de progresser. Donc voilà, ces sujets-là, c'est des vrais sujets. Qu'est-ce que je mets pour justement mettre mes systèmes à jour? Qu'est-ce que j'ai pour justement et gérer l'obsolescence? On a tous aussi des systèmes qui sont obsolètes. Alors ceux qui n'en ont pas, c'est peut-être des nouvelles sociétés. Mais moi, je travaille dans un système bancaire, on a encore du mainframe. Donc vous imaginez bien que c'est un vrai sujet. Et tout ça, il faut bien comprendre. Et moi, le dernier, j'espère que ça ne sera pas trop retransmis, mais le dernier qui m'a fait très peur, c'est un développeur qui m'a dit « T'inquiète pas, tout est là ». Ouais. Un développeur en RACF à 58 ans, il va falloir qu'il rédige. C'est sûr que là, ça risque de manquer de résilience voilà. Rapidement. Mais en fait, là, tu as décrit des points qui, moi, en fait, sont dans les basiques. On a une table ronde qui a été faite sur les basiques hier. Mais ça reste, en fait, sur le jalon cybersécurité. En fait, je cherche à savoir c'est quoi le game changer quand on parle de cyber-résilience. Et avant d'attaquer le comment on y va, c'est pourquoi ça change un petit peu la donne pour moi. Parce que je prenais l'exemple des tests de pénétration versus les tests de sauvegarde. Aujourd'hui, dans des structures comme la mienne, PME, ETI, on ne peut pas tout faire. Et malheureusement, j'ai besoin de faire des arbitrages. Et je voudrais savoir si finalement je dois continuer à... Si je devais faire un arbitrage violent, hein, c'est un peu violent de dire ça, mais en disant soit je fais des tests de pénétration avec un acteur du marché, soit je fais des tests de sauvegarde réguliers. Finalement, qu'est-ce que je devrais faire en premier? Si je peux. Ouais, si je peux. Là, pour rebondir, sans mauvais jeu de mots, parce que pour répondre à ta question et rebondir, je vais prendre l'allégorie avec deux sports collectifs. Pour le choix dans les équipes, parce qu'on a beaucoup parlé technique, mais la cyber, c'est également beaucoup d'humains. Enfin, en tout cas, je pense que c'est d'abord dans le mental des troupes que ça se gère, aussi bien dans la préparation que dans la réaction face à l'événement. Et je prends souvent l'image suivante par rapport à... Si on compare deux équipes, une équipe de foot et une équipe de handball, ils ont tous les deux un ballon, ils ont tous les deux des cages. Si on regarde ce qui se passe quand l'équipe de foot prend un but, parce qu'en cyber, c'est pas si on va prendre un but, c'est quand on va le prendre. Donc quand l'équipe de foot prend un but, on regarde le gardien, il est au bord de l'apoplexie, l'équipe, ils sont tous en train de pleurer, en train de se rouler par terre. Voilà, ça c'est le foot. Je critique pas le foot, hein, surtout là d'où je viens. Enfin, bon bref. Et si on regarde le handball, on reste dans l'image sportive. Voilà, si on regarde le handball, c'est toujours l'esprit d'équipe. Qu'est-ce qui se passe quand ils viennent de prendre un but? Si vous regardez comment ça se passe, le gardien, la première chose qu'il fait, tout de suite, il va chercher le ballon et il relance l'équipe. Et les autres, ils sont déjà en train de repartir. Donc, parce que
la différence entre les deux équipes, c'est qu'il y en a une, elle a peur de prendre les buts, et elle est démoralisée quand elle prend un but. La deuxième, elle dit, au handball, dit, je rentre sur le terrain, je sais que je vais me prendre des buts, je vais en prendre 1, je vais en prendre 10, je vais en prendre 30. Mon seul objectif, c'est d'en prendre un de moins que l'équipe adverse. Donc tout de suite, après un incident, donc qui est là matérialisé par un but, on repart pour aller, pour continuer l'activité et pour aller battre l'adversaire. Et c'est aussi au niveau des équipes, c'est leur dire, aujourd'hui, si on va s'en prendre une d'attaque. Donc l'idée, c'est pour éviter de se tirer de balles dans le pied, comme je disais ce midi, c'est on va choisir où on tire. Et quand on tire, de façon, et qu'on soit prêt à redémarrer. C'est ça la résilience. C'est dire aussi, on va s'en prendre une, mais on sait comment redémarrer. Alors j'aime bien ton image. Je vais rebondir dessus un petit peu aussi pour vous redonner la parole derrière. En fait, d'abord, c'est un sport collectif quoi, que tu as pris comme image. Moi, au départ, j'ai pris la boxe. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus révélateur. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus que vous allez aborder. Ensuite, le handball, je connais un petit peu. Je vois très bien de quoi tu parles. Ce qu'il y a, c'est que j'aimerais éviter d'avoir une trentaine de redémarrages de mon système d'information par an, parce que j'ai pris une trentaine d'attaques. Je préfère être dans le mode foot avec une équipe de hand. Est-ce que tu crois que ça va être possible? Ça, c'est les règles du jeu, c'est la compromission, c'est l'arbitrage, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ce qui fait le talent en fait des chefs d'entreprise et du DSI. On ne peut pas être partout tout le temps. Donc il y a, suivant l'analyse des risques qui va être faite, parce que la cyber, c'est aussi avant tout une analyse de risque pour savoir où je peux casser et si je casse, où est-ce que je dois réparer et comment. Et pour dire, je vais mettre j'ai un petit bouclier, il faut que je sois au bon endroit au bon moment. Ouais. Voilà. Et là, c'est un arbitrage. Et ça, il n'y a pas de réponse toute faite. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. S'il y en a qui l'ont, tant mieux. N'hésitez pas à intervenir. Mais c'est vraiment le choix pragmatique d'un responsable, de dire qu'il est contraint dans les budgets, dans les équipes, par l'environnement économique, par la culture d'entreprise. Certains refusent encore de mettre un mot de passe. Moi, j'ai été dans un grand groupe de distribution et un grand génie qui est de la direction de l'innovation qui m'avait dit « ce serait bien s'il n'y avait pas de code pour les cartes bleues parce que ça freine le tunnel d'achat. » Oui. Tu ne peux pas lutter. Hein. Oui, effectivement, ça freine le tunnel d'achat. J'ai dit « écoute, si tu me trouves une banque qui est OK pour donner une carte bleue sans code, go hein. » Viens me voir. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est l'arbitrage, c'est savoir... des coups, on va en prendre. Aujourd'hui, sérieusement, les cyber-autruches qui pensent qu'en se cachant, ils vont pas prendre de coups, tant mieux pour eux. Ce qu'il faut, on va pas en prendre 23 par jour, on est d'accord. Mais le fait d'être entraîné et d'être résilient, on va prendre de moins en moins de buts. Bon, ce que je comprends, en fait, c'est qu'en fait, il faut que je change un tout petit peu mon paradigme en prenant le résultat final en premier et en remontant toute la chaîne. Et finalement, ça va me permettre d'être techniquement déjà un petit peu plus résilient et à poser les priorités. Il faut qu'on travaille en équipe. Ça m'intéresse. Paul-Olivier, peut-être, parce qu'on parle de résilience techniquement, différentes étapes. Moi, au départ, je mets un antivirus, je mets un certain nombre de systèmes de sécurité et j'arrive à la fin sur un système résilient. J'ai sauvegardé mes données, je sais les tester et autres. Là, je vais plutôt partir à l'envers, d'accord. Mais au niveau des équipes, parce qu'on parlait du handball, on parlait de foot, on prend des images sportives, mais finalement, la résilience, c'est ce qu'elle passe pas aussi un petit peu par une organisation des équipes, un relationnel avec les équipes et les métiers un peu différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, pas forcément différent, parce que c'est déjà des choses qui sont pratiquées. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'à travers les théories d'organisation, les études des systèmes de management et d'organisation, on en a qui sont plus résilients que d'autres. C'est-à-dire que si on a un système qui est très hiérarchisé, avec des checks réguliers chaque fois que quelqu'un doit faire quelque chose, on a un système qui est fragile. Pourquoi ? Parce que quand il y a des ruptures, le système ne peut plus fonctionner parce que la relation hiérarchique est cassée. Et c'est ce que l'on voit dans certaines approches d'organisation qui ont été notamment expliquées par le général McChrystal que vous avez tous lu,
à travers un bouquin qui est excellent, qui s'appelle Team of Teams. Et il explique que quand il avait des responsabilités en Afghanistan, le problème, c'est que l'organisation militaire qu'il avait à gérer, qui était fondée sur des bataillons composés de groupes de combat, regroupés en sections et même regroupés en compagnies, avec l'obligation d'avoir quelque chose d'extrêmement normé. C'était vachement bien quand il fallait envoyer 10 000 personnes en 15 jours à l'autre bout de la Terre, mais lorsqu'il s'agissait de répondre aux actions qui étaient lancées de manière quasiment spontanée par les équipes de Daesh ou des islamistes en Afghanistan, c'était totalement inutile parce que le temps que l'ordre remonte, c'était trop tard. Et on a un très bon exemple français, parce qu'on est toujours très bon en organisation en France, c'est pendant la crise en Yougoslavie. On avait des tireurs d'élite qui pouvaient avoir des visuels intéressants avec un angle. Simplement, l'ordre était confirmé à Paris. Donc le taux de succès des tirs était assez faible. Parce que le temps que ça remonte, la vue avait disparu. Donc ce qu'a fait McChrystal, c'est de s'organiser. Il y a d'autres personnes qui ont pris des mesures de même nature, de s'organiser de façon à avoir une réponse très rapide. Et un des exemples sur la manière dont s'exerce dans ce type d'organisation, qui sont faites pour agir très vite, c'est que, à la limite, c'est le responsable qui, là, dit « j'ai un visuel, donc je tire », mais il y a la possibilité pour les échelons supérieurs de lui dire « non ». Ensuite, il faut gérer le fait que le chef ne valide pas, mais contredit. Mais on peut avoir des organisations qui sont faites pour être très résilientes et résister et fonctionner pour être beaucoup plus efficaces. Et un autre exemple qui est moins dramatique et moins militaire, parce qu'il n'y a pas de volonté, mais quand il y a eu l'accident d'AZF, toute la chaîne de ces AZF il y a 20 ans, toute la chaîne d'organisation des secours a été totalement désorganisée. Et tout est reparti par des initiatives locales. C'est quelqu'un qui a fait un pansement, c'est un médecin qui s'est rapproché des urgences, c'est une infirmière qui a pris du matériel. Et c'est comme ça qu'ont pu être traités les volumes importants de blessés. Donc en fait, il y a des choix d'organisation qui, excusez-moi, offrent une plus grande résilience. Mais bien souvent, ce ne sont pas forcément les choix d'organisation qui permettent d'avoir la meilleure performance sur le papier. C'est-à-dire que si on veut être très performant économiquement, on accepte d'avoir une certaine vulnérabilité, ou si on veut être très résilient, on accepte que certains éléments d'efficacité soient beaucoup moins présents dans l'organisation des structures. D'accord. Donc ça, c'est pour l'aspect management des hommes et organisation des équipes, mais ça peut aussi se retrouver dans les structures du système d'information. Est-ce qu'il est fait pour résister, ou est-ce qu'il est fait pour être super performant? D'accord. C'est ce genre de choses. Donc ça me parle bien, parce qu'en fait... j'espère, En général, dans les petites structures dans lesquelles je navigue, on est plutôt sur des équipes assez mutualisées et assez agiles du point de vue des temps de réponse, on va dire, mais peu importe le sujet. Mais moi, ce que je perçois aussi, c'est que finalement, même si je fais toute la boucle, j'ai peur qu'il manque quelque chose. C'est le jour où il m'arrive finalement le PET et qu'on ait besoin. Donc on a tout mis en place, on a pris le paradigme dans le bon sens. On est plutôt une équipe agile, enfin en tout cas en termes d'organisation telle que tu l'as décrit. Il nous arrive quelque chose, et en fait c'est la première fois que ça nous arrive. Et quoi qu'il arrive, quand c'est la première fois, c'est toujours un stress énorme. C'est aussi quelque chose qui va perturber l'équipe parce qu'elle l'a jamais vu. Et là, c'est pareil, Nadège, peut-être, il n'y a pas un élément dans le comment on devient résilient qui consiste aussi à faire vivre les équipes de façon homéopathique ces attaques, et comment on les entraîne en fait? Est-ce que c'est un élément de la résilience? L'entraînement, si, c'est très très important pour être résilient, parce que effectivement, tu l'as dit, le jour où ça arrive, si on n'est pas prêt, on est extrêmement surpris et on peut être sujet à des réactions complètement contraires, différentes et difficiles à gérer. Donc l'entraînement reste super important, aussi bien au niveau technique, c'est-à-dire que la cybersécurité nous a apporté des outils, des sécurisations, des moyens de détection, etc.
Et ça va permettre du coup d'être rapide. Ça veut dire qu'on aura la log qui va bien, la force qui va bien, les équipes formées qui sont là, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont savoir réagir forcément très très bien ou de manière organisée ou de manière efficace, à défaut d'être organisée, quand ça arrive. Donc on peut entraîner quelqu'un à mettre en place une sauvegarde, vérifier jusqu'au bout qu'elle est non seulement présente et fonctionnelle, mais qu'en plus l'application va continuer de tourner avec cette nouvelle sauvegarde. On peut entraîner les gens sur table en organisant simplement un appel des personnes clés en disant bah voilà, aujourd'hui exercice inopiné. Et si la personne au bout du fil dit mais pourquoi tu m'appelles, quel est mon rôle, je ne comprends pas pourquoi je suis personne clé, je ne sais même pas ce que je dois faire là-dedans, ça effectivement c'est pas normal. Donc effectivement il faut que les personnes soient conscientes du rôle qu'elles puissent avoir à jouer en cas d'incident. Mais aussi, on a les fameux tests de phishing pour tester les gens, mais on a vraiment des tests de résilience, des exercices de crise sur table ou réel, des tests de bascule. Enfin voilà, il y a énormément de tests que l'on peut organiser, qui coûtent plus ou moins cher, mais il y en a qui coûtent vraiment, vraiment pas cher. Le fait de vérifier que les personnes clés sont au courant de ce qu'elles ont à faire, le fait d'avoir des fiches réflexes, que l'on teste, bien sûr, le test de sauvegarde, plein de choses comme ça, sont des choses extrêmement simples à faire, qu'il est important de faire rentrer dans les mœurs, au même titre qu'on en a un peu parlé, des exercices incendie. Ça embête tout le monde. Quand l'alarme se déclenche, c'est jamais le bon moment. Il faut sortir, il faut potentiellement laisser ses affaires. C'est ce qu'on nous demande en tout cas. Mais n'empêche que si vraiment l'incendie arrive, on se rappelle peut-être plus très bien de tout ce qu'on doit faire, mais on sait en tout cas qu'on doit sortir rapidement par l'escalier et aller à un point de rencontre. On le sait tous. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à avoir ce genre de réflexe également en cas de gros incidents et que tout le monde sache à peu près ce qu'il a à faire dans ces cas-là. Oui, non, ça c'est vrai que ça veut dire qu'en fait on ferait rentrer dans les mœurs finalement de l'entreprise le test annuel je vais aller un peu plus loin. Cyber-résilience. C'est qu'il faut que ça soit obligatoire. Le test incendie est obligatoire. C'est classé dans les 10 risques autour du 10e risque. Le risque cyber, c'est le numéro 3 dans tous les pays du monde. Et vous regardez toutes les analyses, c'est tout le temps la même chose. Et l'exercice cyber n'est pas obligatoire. Donc il faut qu'on arrive à trouver un moyen et faire du lobbying, peut-être à travers les contrats d'assurance, peut-être avec d'autres, la réglementation. Mais en tout cas, pour moi, ça devrait être quelque chose qui devient obligatoire pour justement que ça rentre dans les mœurs. Et on parlait d'un élément qui, à mon avis, est important. Et je pense que là aussi, il y a besoin d'un entraînement. Alors, ça ne te concerne pas, Frédéric, puisque tu n'as pas d'AD. Mais reconstruire un AD, voilà. Il y avait une étude de Webstone il y a 2 ans qui montrait que 60% des attaques qu'ils avaient analysées avaient eu 60 attaques sur l'AD. Donc reconstruire un AD, c'est la brique centrale du truc. Donc entraînez-vous s'il y a une chose à faire, comment je reconstruis mon AD. Parce que c'est pas simple, c'est pas un outil et c'est central. Si vous n'avez pas d'AD, vous n'avez pas d'informatique. Donc voilà. Donc rien que cette question, c'est déjà quelque chose qui permet d'avoir un élément déjà de comment sur les choses. Ça, c'est super intéressant, Benoît, parce qu'en fait, là, pour le coup, je repars avec un truc moi, qui est très simple. C'est j'inverse le paradigme. Et finalement, dans l'ensemble de tout ce que je dois gérer, je vais aller me concentrer sur l'AD, puis on va faire l'exercice régulièrement, avant qu'on ait la réglementation qui nous l'impose, l'exercice régulièrement de reconstruction d'un AD, puisque finalement, ça nécessite des sauvegardes, ça nécessite un certain nombre de choses en place, et ainsi de suite. Et plutôt prendre ce fil-là. Avant qu'on passe aux questions-réponses... Je voulais juste faire un complément, parce que tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as comparé la boxe et un sport collectif. Et moi, je tiens à souligner, alors donc Alain est parti, mais c'est pas grave, mais en fait, il est important... Non, mais c'est pas dans ce sens-là que excusez-moi. C'est que en fait, adhérer à des associations professionnelles est extrêmement important parce que le collectif dans notre communauté est très très fort. Il faut le rappeler. Si tu as un problème, Stéphane, tu appelles quelqu'un de la communauté et tu vas avoir des acteurs solidaires et forts. Et ça, c'est rare dans d'autres domaines. On a une spécificité dans notre domaine. Moi qui fais école de commerce, option finance, donc je ne viens pas de ce milieu, ingénieur, etc. J'ai trouvé que cette communauté avait une force d'accueil, une force de solidarité. Moi, le premier incident un peu sérieux que j'ai eu, c'était en 2018. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je n'ai pas appelé quelqu'un de la CASDEN, je n'ai pas appelé quelqu'un du groupe, j'ai appelé quelqu'un de mon association. Ouais. Parce que je ne voulais pas me sentir seul et qu'il n'y avait rien qui marchait. Je n'arrivais pas à joindre mes prestataires, je n'arrivais pas à joindre mes directeurs.
Et j'ai appelé quelqu'un de l'association et qui m'a dit « Calme-toi, on va faire étape par étape ». Et donc, il faut bien penser que dans notre communauté, on n'est jamais seul. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur d'appeler à l'aide parce qu'il n'y a pas de honte à subir un incident de cybersécurité. Et c'est ça aussi qu'il faut faire passer comme message et adhérer à des associations pour justement parler, parce qu'on est aussi dans des métiers où on se sent très seul. Voilà, hein. On mange souvent seul à la cantine, hein, parce qu'on dit toujours non, voilà, même si on essaye de changer les choses. Mais encore une fois, c'est justement qu'on partage. Et quand on disait reconstruire un AD, faire des exercices, justement comment on arrive à convaincre. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose ici, c'est comment on arrive à faire passer l'appétence au risque cyber à nos dirigeants. Ça aussi, c'est des vrais enjeux, parce que tous les tableaux de bord, et moi le premier, on fait des trucs qui sont hyper techniques, dont personne ne comprend. Ouais. Et quand on se remet comme de chef d'entreprise, il n'a pas que le risque cyber dans sa vie. Là, en ce moment, l'énergie qui prend entre 15 et 20 points, je pense que payer sa facture d'électricité, c'est peut-être plus important qu'un risque cyber. Donc, il faut vraiment se remettre dans la peau et voir faire passer ces choses-là. Ok, c'est très clair. Effectivement, c'est une évidence, mais tu vois, il faut que je m'inscrive à une association. Parce que exactement. Avant de passer aux questions-réponses, je voudrais juste refaire un petit tour de table avec... Si on devait garder une idée, chacun, une idée sur cette cyber-résilience en termes du comment, Paul-Olivier jusqu'à Nadège, et après on passera aux questions-réponses. Je pense que tu as très bien résumé les choses en tant qu'excellent modérateur. Merci. Je pense... Mais non, il n'y a aucune flagornerie, puisqu'on ne se connaissait pas avant. Non, pas du tout. Non, on ne se connaissait pas avant. Non, je pense en fait, partir avec la fin et le résultat en tête, c'est une très bonne manière de voir les choses. Quel est le but que l'on se fixe en matière de résilience ? Est-ce que c'est une résilience théorique, du style je vais survivre après 40 jours dans le désert avec une gourde d'eau et où est-ce que je vais avoir quelque chose de plus pragmatique à traiter, et puis s'en donner les moyens. Alors, je ne suis pas aussi technique que vous l'êtes sur l'AD, mais je pense que c'est une très bonne manière de dire quel est le point le plus compliqué et le plus impactant en matière de reprise d'activité que je dois être en mesure de reconstituer en premier. Si c'est l'AD, ça fera une grande partie du travail, et ensuite le reste suivra. Et que c'est aussi quelque chose sur lequel il faut se poser des questions. Et là, c'est plus une problématique générale d'entreprise. Donc, c'est pas forcément le DSI qui le portera, mais c'est quand même un message qu'il faut faire entendre. Plus l'entreprise est frugale, plus elle est résiliente. Je vais prendre un exemple qui vient des sapeurs-pompiers à Paris, qui se débrouillent quand même plutôt bien en matière d'organisation sur des événements de catastrophe. Comment s'appelle le poste de commandement d'une opération des sapeurs-pompiers de Paris ? En surnom. La baraque à frites. Pourquoi ? Parce que c'est un véhicule. C'est une baraque à frites. Qui s'ouvre comme une baraque à frites. Ouais. Simplement, on n'y vend pas des frites, mais il y a un support qui est remis par chaque chef d'équipe, je crois qu'ils appellent ça des chefs d'ingrès, qui permet de savoir, de dire on a 2 ambulances, 3 grandes échelles, 5 véhicules d'intervention de tel ou tel type, plus telle ou telle équipe spécialisée qui sont disponibles. Et en fait, c'est un système tout simple où on met avec des magnets ou des écrans, on accroche. C'est-à-dire, j'ai telle unité disponible, j'ai telle unité engagée. Et tout ça, c'est fait pour pouvoir fonctionner avec un environnement de télécommunication très mauvais. Et puis, il y a une loi de management qu'il faut retenir. Je crois que je suis en train de dépasser un peu le... Ouais, normalement, tu avais droit qu'à un point. Bon, j'espère que ça vous sera utile. Qui est une loi à se rappeler au moment où on aura à faire face à l'événement désagréable. C'est la loi de l'emmerdement maximum. C'est-à-dire que ça sera toujours pire que ce à quoi on pensait. On connaît ça. Donc, Benoît, une idée ? Ouais, je vais aller plus vite. Entraînez-vous, 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 entraînez-vous. Voilà. C'est clair. Et adhérez à une association. J'avais retenu le responsable associatif, je suis d'accord.
Cyril? Et voilà, je voulais dire entraînez-vous, je ne vais pas répéter. Moi, c'est, je retiens, c'est la confiance et les circuits courts dans la décision et l'esprit d'équipe. Pour gérer une crise cyber, tout ce qui vient toutes les organisations pyramidales, on en voit quelles sont les limites. Donc moi, je suis plus pour du matriciel et les gens sont responsabilisés, sont entraînés, comme vient de le dire Benoît, et à partir de là, normalement, on s'en sort. Et c'est la théorie du bon sens et de l'entraînement qui va faire que demain, on pourra continuer à bosser. Il y a des stats là-dessus. Les gens qui sont entraînés ont en moyenne 2 à 3 semaines de reprise d'activité plus rapide que les autres. Oui, c'est une vraie composante de la résilience. Oui. Et peut-être une dernière priorité, s'il fallait effectivement avoir ces priorités-là, je rejoins, c'est les mêmes, c'est vraiment se connaître. Passer du temps à vraiment analyser qu'est-ce qui est vital pour votre organisation, votre entreprise, les opérations de votre entreprise. Ça ne va pas forcément être l'application qui vous prend le plus de temps d'habitude quand vous êtes un DSI ou quoi que ce soit. Ça va peut-être être le fait que les camions puissent sortir de l'entrepôt, ou alors que le client ait la bonne communication, ou alors que, je ne sais pas, voilà, les livraisons arrivent à bon port. Et quand ça ne fonctionne plus, c'est bien ça qu'il faut remonter en premier. Et même si ça se fait avec papier-crayon. Donc ça veut dire qu'on sait exactement quand est-ce qu'on redonne les clés du camion aux opérationnels dans l'entreprise. Tout ça en étant minimum sécurisé. Donc ça veut dire qu'on passe du temps à s'analyser, à se connaître, à se comprendre, et du coup à entraîner les personnes à savoir réagir quand ils n'ont plus accès à leur appli, leur ordi, leur messagerie, etc. Et avoir des plans B. Donc, préparer peut-être une messagerie en dehors, qu'on active que quand on n'a plus la sienne. Avoir un espace d'échange de fichiers sécurisé. Là, on a quelques fournisseurs très très bien, dont des gens du Nord très très bien. Je vous donnerai le nom, vous me demanderez. Qu'on peut utiliser, même quand on n'a plus de système d'information, vu que c'est complètement décorrélé du reste, on peut accéder à ce genre de partage de fichiers sécurisés, pas trop cher, à moindre mal, avec n'importe quel PC et téléphone. Il faut prévoir ces petites choses-là sur les organisations, enfin sur les activités vitales de l'entreprise. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Super, merci beaucoup, parce que là, en fait, moi, je repars avec tout plein de choses dans ma besace, vraiment concrètes. Ce qui est parfois un peu difficile pour un DSI de TI de ressortir des choses concrètes, et ça a été le cas. Mais j'imagine quand même, parce qu'on a tenu les délais, qu'il y a quelques questions à lesquelles vous pourriez peut-être répondre. J'en ai une. Pardon. Vas-y. Je voulais juste savoir, en fait, puisqu'on parle du coup beaucoup du mot cyber, qui finalement a révolutionné des choses au niveau d'exposition et puis une prolifération notamment d'attaques, mais qu'en est-il des principes qui existaient avant ce mot cyber? Parce que la résilience a quand même toujours existé, quelque part, différemment, mais quand même existé, et tout ce qui est sécurité, protection aussi. Et donc la question, c'est qu'est-ce que vous faites aussi des process qui sont nécessaires et finalement qui n'auraient jamais dû vous laisser vous poser la question, est-ce que je dois tester ma sauvegarde ou est-ce que je dois sécuriser? Parce que s'il y a des process qui sont bons, forcément la sauvegarde aurait dû être testée, sinon on ne l'aurait pas fait jusqu'au bout. D'accord, donc en fait la question c'est, si je reformule, c'est si on élargit le sujet au-delà de la cyber, où sont passés les process d'entreprise de la prod classique, au-delà de la cybersécurité ou de la cyber-résilience? Est-ce que time to business, ça te parle? Non, mais même avant. Moi, je suis d'accord, mais même avant, il y avait time to business. Mais la question, moi, c'est marrant, je me suis posé la même question il y a très longtemps. J'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que quand on envoie un message à quelqu'un, moi, si je suis dans la rue, j'accoste quelqu'un et je lui dis, si vous me donnez votre carte bleue, je vais vous la recréditer parce que vous avez gagné. Gagné. Hein? Gagné. Dans la rue, bon, déjà, si je m'approche de toi, tu vas dire, qui c'est lui, qu'est-ce qu'il veut, ma carte bleue? La même chose, on le fait par un email. Eh bien, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a toutes les barrières tombent. Alors, est-ce que c'est un problème hormonal? J'en sais rien. Du fait qu'on a besoin, avec la dopamine, de cliquer de partout, parce qu'ils jouent là-dessus depuis 20 ans. Mais les gens, on leur dit de sauter par la fenêtre, ils sautent. Alors, je dis ça en rigolant, mais pas trop, parce que je voulais faire un test, justement. J'ai dit, si j'envoie un mail de phishing en disant, en sautant par la fenêtre, vous allez prendre de l'avancement,
no go de la RH parce qu'ils m'ont dit forcément Il y en a un qui va le faire. voilà, forcément tu risques de le faire et auquel cas on aura un autre sujet à traiter. Et c'est ça, c'est que la théorie du bon sens dans le cyberespace elle est complètement différente. Le monde virtuel. Le monde Ouais, virtuel, le monde on a virtuel. l'impression que là la sauvegarde, quand tu as fait une photocopie d'un papier, tu la mets dans ton coffre, tu vas pas regarder si le papier alors déjà tu sais qu'il est dans le coffre et là tu sais que le papier ne va pas changer, sauf dans 15 ans, l'encre normalement a séché, mais il faut faire gaffe aussi avec les imprimantes laser. Mais le numérique, tu ne penses pas aller regarder si ta sauvegarde est intègre au fil du temps. Pourquoi? J'en sais rien. Mais la théorie du bon Il y a sens... plus de checklist de mise en production, en fait. Aujourd'hui, on revient aussi à ça. Si on avait une checklist en mise en production et on considère qu'une... Oui, il y a le time to market, mais on considère qu'il y a une infra, et une infra en prod, c'est ça, qui sont testés, et la documentation aussi qui va avec, qu'il ne faut pas oublier. T'as toujours une infra, mais t'es has-been. Le cloud, c'est quoi? Mais non, mais c'est... Enfin, aujourd'hui, on a des changements brutaux de rupture technologique. Là, on le voit bien avec l'intelligence artificielle, ça va être encore un choc encore plus terrible. Comment on va l'appréhender? Aujourd'hui, peut-être que les architectes, ils vont demander à ChatGPT de leur construire l'architecture de l'application mobile pour la banque. Voilà, j'en sais rien. Donc aujourd'hui, ça a changé, et c'est pour ça qu'il ne faut vulgariser, avoir des mots marketing. Donc le mot qu'on est passé, tu regardes sur Internet, bon, j'ai fait l'expérience, hein, tu vas dans ton navigateur, tu tapes sécurité numérique, tu vas voir les images vieillottes qui sortent. Tu tapes cybersécurité, tu vas voir les images modernes. Donc nous aussi, on est obligé de se mettre du vocabulaire pour attirer, faire de l'attention, la vulgarisation, pour justement, et donc moi je crois beaucoup en ces termes. Et on le voit très bien avec ce terme RSSI, qui pour moi me pose un vrai problème, parce que moi je ne suis pas responsable, et qui ne correspond à rien du tout, alors que maintenant on est directeur cybersécurité. C'est quand même, voilà. Donc maintenant on peut atteindre à des instances décisionnelles et fortes sur les choses. Donc tous ces mots marketing, pour te donner un exemple, moi l'analyse de risque, je n'utilise pas ce mot, parce que risque c'est anxiogène. Et pourtant je suis dans une banque, donc on peut se dire le risque, on est super à l'aise, machin, nul. Mais non, les gens ils ont peur dès qu'on parle de risque. Donc j'ai appelé carnet de santé digital. Mais carnet de santé c'est positif. Je fais exactement la même chose. C'est la même chose. Je pose la question sur ton application. Est-ce qu'elle est en France? Est-ce que machin bidule? Mais le fait de dire que je travaille sur un carnet de santé digital, et pourquoi des carnets de santé? C'est de la vie à la mort. D'accord? Donc tu as bien la santé de ton application, etc. Et rien que ce vocabulaire, ça change. Et quand vous allez voir les métiers, c'est pareil. Ayez une attitude positive. Vous lui dites, je travaille dans la même entreprise que toi. Je veux que le chiffre d'affaires progresse. Je veux que le bonus augmente. Par contre, la route que tu as choisie, c'est peut-être pas celle qu'on va choisir, que j'avais imaginée. Donc on va peut-être trouver un compromis. Et vous allez voir, l'attitude des gens, elle est complètement différente. Donc c'est aussi une posture. Et les procédures pour les procédures, moi j'y crois pas trop, surtout quand on est une ETI. Moi je suis parti de société... En 17 ans, on est passé de 9 à 850, croissance sur 11 pays européens. Les procédures, c'est là, quoi. Voilà, c'est l'expérience, c'est le truc, on n'a pas le temps d'écrire. J'aimerais rebondir sur pourquoi on a perdu les processus. Le cloud est peut-être une explication, parce que voilà, on se dit on va confier ça à des spécialistes. Moi, je fais autre chose, je fabrique, je ne sais pas, moi, voilà, des produits, et donc je ne vais pas m'occuper de l'IT. Je m'occupe plus de ma messagerie, de mes serveurs de messagerie, mes serveurs de fichiers, etc. Je donne tout ça à un clouder. Il faut bien regarder les contrats de ces clouders, surtout quand on les signe en termes juste de CGV et CGU, et voilà. Il y a toujours une responsabilité partagée. Et effectivement, moi, j'aime bien cette question parce que, au-delà du fait de ne plus faire un certain nombre d'actes, un certain nombre de vérifications, il y a quand même une responsabilité partagée. Que ce soit un grand clouder ou un petit fournisseur de services en SaaS, la responsabilité est toujours partagée. C'est-à-dire qu'il y a toujours des conditions d'utilisation qui disent oui, effectivement, il y a une rupture, une perte de données, un incident, quoi que ce soit, sauf que vous n'aviez pas bien paramétré, pris l'option bidule, la sauvegarde délocalisée ou je ne sais quel paramétrage que vous avez mal fait de votre côté. Nous, côté fournisseur, on était clean, on a fourni ce qu'on devait fournir.
vous aviez mal paramétré votre truc, et c'est là que les processus d'entreprise, effectivement, en confiant des données ou des services à des fournisseurs, on a oublié de se réappliquer la partie qui est souvent, il y en a qui le font très bien, mais on oublie souvent de se réappliquer la partie de processus qui reste encore dans la responsabilité de l'entreprise et de l'organisation. Et ça, faites vraiment super attention aux petites lignes, à ce qui est vraiment dû au client, en termes de sécurisation, d'utilisation et de fonctionnalité de production. La prod, elle reste chez vous. C'est vous qui faites partir vos camions des entrepôts, qui donnez des produits à vos clients, etc. Déjà, lisez les conditions générales et ne les acceptez pas telles quelles. Déjà, c'est déjà la base. Vous allez voir. Qui a lu les conditions générales de Google ? Bah moi, mais 8 mois de négo. Hein. Non, C'est sérieusement, je l'ai fait. 8 peu mois de de temps. négociation, c'était très Bah long. oui, mais il joue là-dessus. Quand vous êtes avec un fournisseur, ça, il joue sur le temps. Il va vous presser. Et quand un contrat ne sert à rien, tant qu'il n'y a pas de problème. Par contre, le jour où vous avez un problème, la première chose que va faire le fournisseur Ça, ou l'éditeur, c'est le ramener au contrat. Ouais. Et donc, le contrat ne sert à rien. Et donc, quand on est dans une logique de démarrage, et les métiers nous savent nous pousser, qu'on soit RSSI, DSI, peu importe, ah non, mais il faut que je commence demain. Et l'éditeur, lui, il se réjouit parce que une fois que vous avez mis en prod, allez négocier les conditions générales du truc. Mais quand vous mettez les juristes dans la boucle, en général, c'est quoi ? 8 mois de négociation, 2 ans, 3 ans, 4 ans ? Enfin, voilà. Un mois au minimum, oui. Au moins un mois, et si tout va bien. Donc voilà, mais lisez-les, faites l'effort, parce que c'est la seule barrière que vous allez avoir quand il y aura un problème, quoi. Ne serait-ce que de savoir qui prévenir, comment je suis prévenu, pour justement les échanges, justement le RACI, pour qui est responsable de quoi, sur quel périmètre, toutes ces choses-là qui semblent pourtant tellement évidentes, mais regardez les contrats. Ne serait-ce que déjà, si vous c'est pas forcément sur les contrats SaaS, mais sur les logiciels, dans la maintenance, il n'est pas prévu la correction des vulnérabilités. Donc je vous dis, regardez cette partie-là. La correction des vulnérabilités doit être intégrée dans la clause de maintenance. Parce que sinon, l'éditeur vous dit, non, ça c'est payant. Pour corriger la vulnérabilité, vous allez payer. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de se faire accompagner sur les contrats quand vous allez là-dessus, quoi. Merci. On n'a plus le temps pour d'autres questions. On a malheureusement plus le temps pour d'autres questions, non ? On reste à votre disposition si Mais vous on avez est des là. questions. Dispo. Merci à tous. beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci bien.